Nous savons que la vitamine D ainsi que le calcium et le phosphore favorisent notre santé osseuse. Nous savons également que les personnes qui souffrent de maladies cœliaques bénéficient grandement d'un régime sans gluten. Mais comment savons-nous tout ça? Quel est le processus qui se cache derrière toutes ces connaissances que nous avons acquises? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Prenons comme point de départ nos connaissances actuelles en nutrition. Nous pourrions les représenter sous forme d'un puzzle. Certaines parties du puzzle sont déjà bien connues, comme cette pomme. Pour d'autres, il nous manque encore probablement quelques pièces, comme pour cette grappe de raisin. Il y a également certaines pièces que l'on n'arrive pas encore à relier avec le reste, comme ces pièces-là. Je vous propose de vous mettre dans la peau d'un chercheur de pièces de puzzle. Comme pour un puzzle classique, vous devez essayer de trouver les pièces manquantes. Toutefois, ici vous n'agissez pas seul, mais en équipe avec d'autres chercheurs de pièces. De plus, vous et d'autres chercheurs vous focalisez sur une partie bien précise du puzzle. Admettons que vous cherchiez des pièces dans ce secteur. C'est celui de la stéatose hépatique non alcoolique. Ce terme fait référence à un engraissement du foie non lié à la consommation d'alcool. Pour la suite, je vous propose d'utiliser son acronyme anglais pour des raisons pratiques. Les pièces déjà posées vous fournissent un certain nombre d'informations. Celle-ci vous indique la prévalence de la maladie. À côté, vous trouvez des informations liées à ses risques associés. Une autre pièce vous indique que le sucre est soupçonné de favoriser l'apparition de cette maladie. Une dernière vous indique que les sucres ajoutés proviennent majoritairement des boissons sucrées. Comme cette maladie semble assez fréquente, problématique et au vu des autres informations disponibles, vous aurez peut-être envie de trouver cette pièce. Vous allez donc vous demander quelle pièce faut-il placer ici. En science, on appelle ça la question de recherche. Ici, elle pourrait être: la consommation de boissons sucrées est-elle associée au développement d'une stéatose hépatique non alcoolique? Le chercheur entame alors la rédaction d'un protocole. Dans l'introduction, il y présente le background, autrement dit les pièces déjà posées, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il indique également à quelles questions il va tenter de répondre et va formuler une hypothèse, autrement dit proposer une nouvelle pièce. Ici, au vu des connaissances actuelles, le chercheur peut faire l'hypothèse que la consommation de boissons sucrées est associée à un risque accru de stéatose hépatique non alcoolique. Si on reprend l'exemple du puzzle, il s'agit de regarder les pièces aux alentours pour essayer de deviner à quoi ressemblera la pièce manquante. Ces deux pièces contiennent du rouge, là où devrait s'insérer la nouvelle pièce. Il semble donc raisonnable d'imaginer qu'elle en contiendra aussi. Revenons au protocole. Ce dernier doit également présenter la méthode qu'il utilisera pour répondre à la question de recherche, comme le type d'étude, la stratégie liée au recrutement des participants ou encore les statistiques qui seront utilisées pour analyser les résultats. Ce protocole devra passer devant une commission d'éthique et permettra aux chercheurs de trouver des financeurs pour son étude. Il ne pourra donc pas faire n'importe quoi avec l'argent qui lui est alloué. Une fois qu'il a les ressources nécessaires et l'accord de la commission, il peut commencer son étude. Ici, le chercheur décide de faire une étude transversale. Autrement dit, il va mesurer à un moment précis la consommation de boissons sucrées des participants et des indicateurs de l'état de santé du foie. Une fois l'étude terminée, il va devoir rédiger un article. Il contiendra les points que nous avons vus précédemment, à savoir l'introduction et la méthode, auxquels il pourra ajouter les résultats, la discussion et la conclusion. Dans certaines disciplines, notamment en recherche qualitative, les résultats et la discussion sont souvent un seul et même chapitre. Un bref résumé de l'article sera également présenté en première page. Une fois l'article terminé, commence le processus de revue par les pairs. Le chercheur envoie son travail à l'éditeur d'une revue scientifique qui va le faire relire par d'autres chercheurs du même domaine. Si ces derniers pensent que certains points devraient être corrigés, qu'il s'agisse de l'étude ou de la manière dont l'article est rédigé, alors il le renvoie au chercheur qui doit y apporter des modifications. Il renvoie alors son travail après y avoir apporté les modifications demandées. Ce processus comprend généralement plusieurs allers-retours. Il prend plusieurs mois et parfois peut même durer plus d'une année. Lorsque les chercheurs estiment que l'article peut être publié, ils le renvoient à l'éditeur qui peut alors publier l'article
dans sa revue. La plupart des articles sont disponibles uniquement pour ceux qui sont abonnés à la revue, mais de plus en plus d'articles sont publiés en accès libre, autrement dit, ils sont consultables gratuitement. Et même pour les articles payants, le résumé est très souvent disponible gratuitement. La nouvelle connaissance qui a été produite permet en quelque sorte de rajouter une pièce au puzzle. On voit qu'elle a permis d'explorer de nouvelles pistes et de répondre à certaines questions préexistantes. Mais la nouvelle pièce amène elle aussi de nouvelles questions et de nouvelles pistes à explorer. Attention toutefois, l'analogie du puzzle présente certaines limites. Comme je l'expliquais en début de vidéo, vous ne le construisez pas seul, mais avec beaucoup d'autres chercheurs de pièces, et vous travaillez sur une zone bien précise du puzzle. De plus, il arrive parfois que l'on croit avoir trouvé la bonne pièce, jusqu'à ce que d'autres chercheurs en trouvent une qui convient encore mieux. Et dans certaines revues, le processus de revue par les pairs est inexistant. C'est notamment le cas des revues prédatrices. Autrement dit, tout et n'importe quoi peut être publié dans ces revues. Alors pourquoi vous expliquer tout ça ? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche est un processus collectif et correctif. Autrement dit, lorsque vous lisez une nouvelle étude qui a montré que X aliments provoque ou protège de Y maladie, il faut prendre cette information avec prudence. Non seulement les journaux grand public ont tendance à déformer les résultats d'une recherche, mais surtout, que faire d'une seule pièce de puzzle ? En effet, si vous ne connaissez pas ou peu le domaine dont il est question, difficile de savoir si elle est cohérente avec le reste du puzzle. De plus, lorsqu'un individu dit qu'il a développé ses propres recommandations nutritionnelles basées sur sa grande expérience, c'est qu'il n'a pas vraiment compris le processus de la recherche et son intérêt. Enfin, vous l'aurez compris, la démarche que je vous ai présentée n'est pas spécifique à la nutrition et s'applique pour bien d'autres sciences. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose d'utile. Vous trouverez les liens vers les références que j'ai utilisées dans la description. Si vous souhaitez discuter de tout ça ou me signaler une erreur que vous auriez repérée, je vous invite à le faire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique et d'ici là, n'avalez plus n'importe quoi.